il est retenu par d'autres obligations et il ne peut donc être parmi nous aujourd'hui. Donc, par ma voix, il vous remercie pour votre présence et au nom également de tous les élus du conseil d'administration. Cette visioconférence, donc vous l'avez compris, est une première. On peut dire que c'est quand même un essai réussi, puisque nous avons quand même, je crois, 36 inscrits à cet événement. Bien évidemment, nous renouvellerons l'expérience, puisque les contraintes sanitaires vont durer, c'est à craindre. Donc, nous devons, au niveau de l'association, nous adapter pour répondre au mieux à vos besoins et vous proposer une mixité de réunions en présentiel. Excusez-moi, on vous entend beaucoup moins que Madame D'autre. Est-ce que j'ai un meilleur micro? Ah oui, tout à fait. Sophie. Vous m'entendez mal? Ah là, c'est bien, là, c'est bien. Bon, alors je vais me rapprocher, parler plus fort. Voilà, vous rapprochez le micro, vous parlez un peu plus fort, voilà, merci. Voilà, donc on fera en sorte de vous proposer des réunions à la fois en distanciel, mais aussi en présentiel si on arrive à les organiser. Soyez assurés que depuis le début du mandat, les élus du conseil d'administration sont très impliqués pour arriver à vous proposer un programme. On a eu de la difficulté depuis quelques temps puisque nous avons dû annuler plusieurs réunions. Mais à ce stade, on peut se féliciter de la tenue de cette réunion aujourd'hui et remercier particulièrement Mairie 2000 et Nathalie D'autre pour ce partenariat pour les universités des maires et pour les modules comme celui de ce jour. D'autres viendront en novembre et décembre, on vous informera en temps utile. Et donc, pour ne pas être plus longue, je laisse la parole à Nathalie et à Charlotte Arnaud et je vous souhaite de bons travaux. Et surtout à Charlotte Arnaud qui va être notre intervenante aujourd'hui sur la question du statut de l'élu qui sera suivie ensuite d'une intervention de Monsieur Lafargue que je vois là, avec je vois plus puisque maintenant on a... Effectivement, je suis bien là. Voilà, sur le FONPEL, la retraite des élus. Voilà. Exactement, bonjour à tous. Charlotte, je vous passe la main. Je vous laisse expliquer comment vous pensez fonctionner pour les échanges. D'accord. Bonjour à tous. Tout d'abord, je m'appelle Charlotte Arnaud, je suis docteure en droit public. J'habite pas très loin puisque je suis toulousaine. Donc aujourd'hui, comment allons-nous procéder? Je vais vous faire une petite présentation donc, sur le statut de l'élu, sachant que vraiment l'idée c'est de vous présenter les essentiels de ce statut en mettant un petit peu en évidence aussi les éléments d'actualisation qui résultent notamment de la loi engagement et proximité. Voilà, les petites nouveautés qu'a introduit le dispositif. Je céderai ensuite la parole à Monsieur Lafargue pour une présentation de la retraite par rente, donc FONPEL. Et ensuite, si vous le voulez bien, donc pour plus de commodité, on passera un peu de temps d'échange si vous avez des questions sur ces différentes interventions. Bon, n'hésitez pas si vous avez vraiment une question urgente à prendre la parole. Toutefois, je ne veux pas être censeur de qui que ce soit. S'agissant donc de ce statut de l'élu, l'objectif donc de cette présentation, c'est de vous permettre de connaître donc vos droits et obligations en qualité d'élu local, de maîtriser donc l'ensemble des garanties afférentes à votre statut d'élu, que ce soit les garanties professionnelles, fiscales, sociales ou encore liées à votre protection fonctionnelle, puisqu'en qualité d'élu local, vous bénéficiez d'une protection fonctionnelle. Donc, au programme, les obligations déclaratives sur lesquelles je passerai très vite puisque vous y avez déjà procédé et surtout le régime des incompatibilités, les garanties professionnelles ensuite, le régime indemnitaire et fiscal, ensuite la protection sociale et vos droits à la retraite, la protection fonctionnelle donc, que je vous évoquais et ensuite votre droit à la formation. S'agissant des incompatibilités et obligations déclaratives, donc on est là sur des choses que vous devez d'ores et déjà maîtriser puisque vous êtes en fonction. Rapidement, il existe plusieurs types d'incompatibilités. Elles peuvent être liées à l'exercice d'une activité professionnelle qui est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'élu local. Elles peuvent résulter également de l'application de la règle que vous connaissez également du non-cumul des mandats qui se déploient donc de différentes manières donc au plan local,
ou encore résulter de l'existence d'un lien de parenté. Tout ceci est prévu par le code électoral. S'agissant des incompatibilités professionnelles, je vais être très rapide là-dessus, le mandat d'élu local, de conseiller municipal à tout le moins, est incompatible avec l'exercice de plusieurs fonctions, et notamment avec des fonctions dans un centre communal d'action sociale, ou encore avec certaines fonctions préfectorales, et notamment, évidemment, avec celles de préfet, de sous-préfet ou de secrétaire général de préfecture. L'exercice d'un mandat local est également incompatible avec des fonctions de représentant légal dans la fonction publique hospitalière, et notamment celle de représentant légal des établissements publics communaux ou intercommunaux de santé, ou accueillant des personnes âgées dans la ou les communes de rattachement. Autre incompatibilité avec des fonctions dans la police. Les fonctions de conseiller municipal sont à ce titre incompatibles avec plusieurs fonctions donc dans les corps de conception, de direction, de commandement et d'encadrement de la police nationale. Également, autre incompatibilité qui connaît des dérogations avec les fonctions de militaires. Les fonctions de militaires en position d'activité sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal. Je vous parlais de dérogations. Ces dérogations s'appliquent pour le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants, donc vous êtes majoritairement concernés, ou encore avec un mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui regroupent moins de 25 000 habitants. Là aussi, je crois que vous êtes concernés puisque les deux EPCI les plus importantes, vous me direz si je suis dans le juste, sont en deçà de 25 000 habitants. Je crois qu'il y a une communauté d'agglos et une communauté de communes à Foix, qui regroupe moins de 25 000 habitants. Donc, l'incompatibilité, à ce titre, ne s'applique pas chez vous en Ariège. Cette incompatibilité, elle ne s'applique pas non plus aux réservistes, s'il y en a parmi vous, qui exercent une activité donc, en vertu de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à titre de disponibilité. Toutefois, la petite précision, c'est que le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut pas exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce le mandat. S'agissant des liens de parenté, là, le code électoral ne dit pas grand-chose. Il n'interdit pas à plusieurs membres d'une même famille, à tout le moins, de se présenter à une même élection municipale, que ce soit au sein de la même liste ou de listes différentes. La seule limite, c'est que pour les communes de plus de 500 habitants, eh bien, des restrictions sont applicables en cas d'élection de personnes qui présentent un lien de parenté. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants en ligne directe, frères ou sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à 2. C'est le tribunal administratif donc, qui peut être saisi sur requête soit d'un électeur dans les 5 jours de l'élection ou saisi par le préfet, et ce dans les 15 jours de l'élection. Là, tout ceci a d'ores et déjà été réglé. En revanche, vous le savez, 2 conjoints peuvent être membres du même conseil municipal. Il n'y a pas de limite sur ce point. Il faut bien distinguer l'incompatibilité de l'inéligibilité. L'incompatibilité, à la différence de l'inéligibilité, elle n'interdit pas la candidature. Donc, les personnes en situation d'incompatibilité, elles peuvent parfaitement être élues. Elles ont, par contre, 10 jours à compter de la proclamation des résultats pour opter soit pour le mandat, soit pour l'emploi, donc qui est incompatible avec l'exercice du mandat. Sur la règle du non-cumul des mandats, vous le savez, elle se déploie de 2 manières, cette règle. Elle prévoit au plan national l'interdiction de cumuler un mandat exécutif local et un mandat de député ou de sénateur, député national ou européen. Et au plan local, elle limite l'exercice des mandats locaux. Elle les limite comment? À l'exercice de 2 mandats locaux au maximum.
sachant que cette règle, elle s'applique aux conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Elle impose l'exercice d'une seule fonction exécutive, c'est-à-dire que les fonctions de maire sont strictement incompatibles avec celles de président de conseil départemental, de président de conseil régional. Vous aurez compris que les fonctions d'adjoint et de vice-président ne sont pas prises en considération au titre de la règle du non-cumul. Ne sont pas pris en considération non plus les mandats communautaires qui sont exclus de la règle du non-cumul. Deux exemples pour vous illustrer ceci. Le maire peut être à la fois président de communauté et conseiller régional. On a là une seule fonction exécutive au sens de la règle du non-cumul. Et autre exemple, un président de conseil départemental peut être à la fois adjoint au maire, président de communauté et conseiller régional. Là aussi, une seule fonction exécutive au sens de la règle du non-cumul, c'est la fonction de président de conseil départemental. Sur l'obligation de transparence, j'y passe très vite parce que vous n'êtes pas ou peu d'entre vous sont concernés, vous y avez déjà procédé. Juste un point, vous savez, donc vous êtes assujettis à cette obligation donc, de déclaration de patrimoine ou d'intérêt pour certains. Sachez qu'en cas de modification significative de votre situation patrimoniale ou d'intérêt en cours de mandat, eh bien, il faut là aussi en faire la déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Petite précision quant à l'interdiction des emplois familiaux. Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas employer dans son cabinet des membres de sa famille. Qui est concerné? Donc, c'est le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, les parents ou les enfants, les vôtres ou ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin. Là aussi, en cas de recrutement de tout autre membre de sa famille, vous êtes tenu d'en faire la déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les garanties professionnelles, à présent, elles sont de deux ordres. Elles diffèrent selon l'option que vous avez privilégiée, à savoir soit la suspension de l'activité professionnelle pour l'exercice du mandat, soit, ce qui est un cas à mon avis qui va vous concerner majoritairement, la conciliation du mandat avec l'exercice de votre activité professionnelle. Les règles, elles diffèrent évidemment selon que vous êtes fonctionnaire, titulaire ou contractuel ou salarié de droit privé. Si vous avez choisi de suspendre votre activité au profit du mandat et que vous êtes salarié de droit privé, donc là, il y a un certain nombre d'élus qui peuvent bénéficier d'une suspension qui est de plein droit de leur contrat de travail. Il s'agit des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des adjoints au maire de communes de plus de 10 000 habitants et les vice-présidents des communautés de communes de plus de 10 000 habitants. Ces élus-là bénéficient d'une suspension de leur contrat de travail qui est de plein droit. Dans les autres cas, eh bien, l'employeur est libre d'accorder ou non cette suspension du contrat de travail. Donc, c'est à sa libre appréciation. La demande de suspension, elle se fait par lettre recommandée avec accusé de réception et elle prend effet donc, dans les 15 jours après réception du courrier par votre employeur. Pendant la durée de la suspension du contrat de travail, le salarié de droit privé, il n'est pas rémunéré et il n'acquiert pas de droit à congé payé ni d'ancienneté. À l'expiration du mandat, y compris après un premier renouvellement, l'élu retrouve son emploi ou un emploi qui doit être analogue, assorti d'une rémunération équivalente, et ce dans les 2 mois, suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Sachez également que vous bénéficiez, à l'issue donc de votre mandat, d'un stage de remise à niveau, d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétences qui vous permettra donc de reprendre votre activité professionnelle dans des conditions normales. S'agissant de l'élu qui est fonctionnaire et qui a choisi aussi de suspendre son activité professionnelle, les garanties elles diffèrent selon que l'agent est évidemment titulaire ou contractuel.
Pour l'élu titulaire, 2 options, soit le détachement, soit la mise en disponibilité. Pour le détachement, eh bien, tout fonctionnaire de l'une des 3 fonctions publiques peut demander à être détaché pour remplir sa fonction élective. Là aussi, le détachement, il est de droit si vous exercez des fonctions de maire, de président de PCI à fiscalité propre, d'adjoint au maire dans les communes de plus de 10 000 habitants, de vice-président de communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Dans les autres cas, même chose, ce détachement est accordé, mais sous réserve des nécessités du service. Le fonctionnaire qui est détaché, il ne perçoit plus aucune rémunération, mais par contre, continue à bénéficier dans son corps ou cadre d'emploi d'origine de ses droits à l'avancement ou à la retraite. Au terme du mandat, même chose, les fonctionnaires sont réintégrés selon les conditions de droit commun. Deuxième option, la mise en disponibilité. Ici, l'élu cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement ou à la retraite. La mise en disponibilité, elle est accordée de droit pendant la durée de leur mandat et sur leur demande aux fonctionnaires territoriaux ou d'État qui exercent un mandat d'élu local. Pour le fonctionnaire non titulaire, je vais aller très vite puisque la situation est la même que pour les salariés de droit privé, c'est le Code du travail qui le dit, toujours sous réserve de bénéficier donc d'1 an d'ancienneté chez l'employeur. Pour la situation qui va, je pense, vous concerner majoritairement, la conciliation du mandat avec votre activité professionnelle. Le statut de l'élu, il vous permet il vous facilite, on va dire, l'exercice conjoint donc, du mandat et de l'activité professionnelle. 2 modalités sont prévues pour vous permettre d'organiser et de dégager surtout du temps de travail. Les autorisations d'absence et les crédits d'heures. Sur les autorisations d'absence, sachez que toute personne qui emploie un élu membre d'un conseil municipal, d'un conseil de communauté, d'agglomération urbaine et de métropole, doit lui accorder des autorisations d'absence afin donc que vous puissiez vous rendre ou assister aux réunions des organismes dans lesquels vous siégez. Sont concernées les séances plénières des assemblées délibérantes, les commissions desquelles vous êtes membre, les assemblées délibérantes et les bureaux des organismes où vous avez été désigné pour représenter la collectivité. Voilà, à tous ces titres, vous bénéficiez d'autorisation d'absence. La seule réserve, c'est de, évidemment, prévenir votre employeur au plus tôt dès que vous avez connaissance de la date de la réunion, précisant bien la durée d'absence. Je vous indiquerai je vous ferai une petite précision par rapport à la loi engagement et proximité de ce point de vue-là. Les crédits d'heures. Les crédits d'heures, vous en bénéficiez donc pour donc préparer vos réunions et administrer la commune ou l'établissement public. Sont ici concernés les mêmes élus que ceux que j'évoquais précédemment. Ce crédit d'heure, il vous est accordé sous forme de forfait trimestriel de crédit d'heure et il est variable à la fois selon la démographie de la commune et les fonctions électives que vous exercez. Je vous ai intégré un tableau recensant l'ensemble de ces crédits d'heures. Sachez que des majorations sont également possibles dans certaines communes et dans la limite de 30% par élu, par délibération du conseil municipal. Donc, ça concerne les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement, de canton, dans les communes sinistrées et dans les communes classées. Donc, majoration possible de 30% par élu, par délibération du conseil municipal dans ces communes-là. Même chose, pour bénéficier de ce crédit d'heure, vous devez en faire la demande à votre employeur par écrit au moins 3 jours à l'avance, en précisant bien la date et la durée du crédit sollicité. Le voici, donc ce tableau qui recense donc, les crédits d'heure, sachant qu'on est là sur des forfaits trimestriels. Ça, c'est les heures dont vous bénéficiez par trimestre. Ces heures ne sont pas cumulables d'un trimestre sur l'autre, donc veillez bien à en faire une utilisation donc, trimestrielle. Elles ont été revalorisées, c'est le nombre d'heures au titre du crédit dont vous bénéficiez par la loi engagement et proximité également.
Petite précision également, le temps d'absence qui vous est accordé à la fois au titre de l'autorisation d'absence et du crédit d'heure est assimilé légalement à du temps de travail effectif, à la fois pour le calcul de l'ancienneté, des droits à congés payés et des droits aux prestations sociales dont vous bénéficiez. En revanche, l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer. Alors, c'est de ce point de vue-là que la loi engagement et proximité a prévu désormais que l'employeur et vous-même organisez un entretien en début de mandat pour bien fixer les modalités de conciliation entre votre activité professionnelle et l'exercice du mandat et, le cas échéant, eh bien, les conditions de rémunération des temps d'absence. Donc, on est là sur un dispositif qui doit être élaboré et discuté conjointement entre vous et votre employeur. Sur le régime indemnitaire et fiscal, vous le savez, vous y avez d'ores et déjà procédé, le conseil municipal arrête par délibération dans les 3 mois qui suivent son renouvellement le montant des indemnités des élus. Des indemnités de fonction, donc légalement, peuvent être versées aux maires, aux adjoints et aux éventuels conseillers délégués. Également, donc, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les conseils municipaux peuvent en bénéficier, mais vous n'êtes pas concernés. L'octroi de l'indemnité à un adjoint ou à un conseiller délégué, sachez-le, il est bien subordonné à l'exercice effectif du mandat. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un arrêté de délégation a été pris. À l'inverse, le retrait par le maire d'une délégation va mettre fin de manière automatique à l'indemnité qui vous était allouée. Ces indemnités, évidemment, elles peuvent se cumuler avec celles que vous percevriez au sein de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ou au sein des organismes extérieurs, donc syndicats, sociétés d'économie mixte, où vous représentez celle-ci. Une fois qu'elles sont votées, ces indemnités, elles constituent pour la collectivité des dépenses obligatoires. Sous l'angle de des obligations de transparence, la délibération qui fixe les indemnités des élus, donc elle intervient dans les 3 mois suivant le renouvellement du conseil. Cette décision-là, donc de fixation des indemnités, et toutes celles qui, au cours du mandat, porteront sur les indemnités de fonction, elle doit s'accompagner d'un tableau annexe qui vient récapituler l'ensemble des indemnités allouées aux élus. La loi, elle impose également la remise par les conseillers municipaux, la remise aux conseillers municipaux, et ce chaque année avant l'examen du budget, d'un état nominatif qui vient récapituler l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus, c'est-à-dire au titre de tout mandat et de toute fonction exercée. Précision, mais qui ne vous concerne pas, la modulation des indemnités de fonction, là aussi c'est une nouveauté, loi engagement et proximité. La modulation des indemnités de fonction devient possible dans les communes de plus de 50 000 habitants en fonction de la présence ou non aux séances de l'Assemblée délibérante ou des commissions dont l'élu est membre. Donc modulation de fonction désormais possible. Sur la détermination du montant de l'indemnité, vous le savez désormais, dans toutes les communes, l'indemnité du maire, elle est de droit fixée au maximum. Soit le maire peut décider de toucher l'intégralité de l'indemnité légale, soit faire adopter par délibération une indemnité d'un montant inférieur. S'agissant des indemnités qui sont allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, le conseil municipal, il les détermine dans la limite de 2 maxima. Le premier, c'est l'enveloppe globale indemnitaire, qui est autorisée donc en fonction de la taille de la commune et qui correspond donc à l'addition des indemnités maximales du maire et des adjoints en exercice. Ça, c'est le premier maximum. Le deuxième, c'est le montant maximal autorisé en fonction du mandat détenu. Donc, ces montants, vous le savez, ils sont exprimés
en pourcentage de l'indice brut 1027 de rémunération de la fonction publique, et ils sont fixés par le Code général des collectivités territoriales. Vous avez là le détail, donc un extrait donc, des indemnités de fonction allouées en fonction de la démographie de votre commune et du mandat que vous exercez. Je vous renvoie sur ce point, et Madame D'autre vous transmettra le lien à la brochure de l'AMF sur le statut de l'élu, sur le calcul des indemnités de fonction. Le document est extrêmement nourri et pédagogique, donc n'hésitez pas à vous y référer en cas de difficulté. Toujours au sein de l'enveloppe globale, si les maximums n'ont pas été servis aux maires et aux adjoints, il est possible de verser soit des indemnités supérieures au plafond aux adjoints individuellement, dans la limite que ce montant ne dépasse pas l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire, ou une indemnité aux conseillers délégués dans les mêmes limites, ou encore des indemnités aux conseillers municipaux, mais cette fois dans la limite de 6% de l'indice brut. Toujours s'agissant des indemnités, des majorations sont possibles et peuvent être votées dans certaines communes, à savoir les communes chefs-lieux, les communes sinistrées, les communes classées stations de tourisme, celles encore dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national, comme des travaux d'électrification par exemple, ou encore celles qui ont perçu la dotation de solidarité urbaine. Donc, majoration possible dans ces communes-là. Même chose, l'application de ces majorations aux indemnités de fonction, elle doit faire l'objet d'un vote distinct de celui de la fixation de leur montant initial, donc par le conseil municipal. Si vous détenez d'autres mandats, sachez que la loi impose quand même un plafond au titre du cumul des indemnités qui est de plus d'une fois et demie, donc le montant, il ne peut pas dépasser, l'ensemble des indemnités ne peuvent pas dépasser plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire, à savoir 8 434 €. Petite précision sur les frais et avantages qui sont susceptibles d'être alloués. Sur les frais de représentation, le conseil municipal peut allouer au maire une indemnité pour couvrir les dépenses qu'il engage pour se rendre, par exemple, à des réceptions ou à des manifestations publiques. Sur le logement de fonction, là, la loi est claire, aucun élu municipal, y compris le maire, ne peut y prétendre. Même chose pour le véhicule de fonction, aucun texte n'autorise la mise à disposition d'un véhicule dont l'élu pourrait se servir pour ses différents déplacements privés. Néanmoins, il peut utiliser, dans le cadre de ses fonctions, un véhicule de service, y compris avec chauffeur. Sur les frais de transport et de séjour, vous avez droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux et des frais engagés pour vous rendre aux réunions des organismes où vous représentez la commune. À ceci près que le remboursement est possible lorsque la réunion a lieu en dehors du territoire communal. S'agissant des frais de garde ou d'assistance, la commune peut rembourser également les frais de garde d'enfants et d'accompagnement des personnes à charge que l'élu engagerait donc pour se rendre aux différentes réunions ou assister aux réunions des commissions desquelles il est membre. Cette aide financière, elle est accordée aux maires ou aux adjoints qui rémunèrent donc des services de garde ou d'assistance au moyen de chèques CESU. Pour la bureautique, les frais d'utilisation d'un téléphone mobile ou d'un abonnement Internet personnel ne sont pas remboursables, mais néanmoins, la commune peut évidemment mettre à disposition des élus des téléphones, ordinateurs, leurs tablettes et leurs connexions. Sur la fiscalisation des indemnités de fonction, vos indemnités, elles sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Les indemnités qui sont
soumises à l'impôt sur le revenu, ce sont les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par la collectivité, les indemnités de fonction versées par les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux, et les rémunérations versées par éventuellement les sociétés d'économie mixte ou sociétés publiques locales. S'agissant des modalités du prélèvement, l'assiette du prélèvement à la source sur les indemnités de fonction des élus, elle est égale au montant net imposable de ces indemnités. Alors, ce montant net imposable, c'est celui dont vous allez avoir sur vos avis d'imposition. Comment il est calculé? Ce montant net, il est obtenu, alors désolé, c'est un peu complexe, en ajoutant au montant brut des indemnités de fonction la participation de la collectivité et de l'EPCI au régime de retraite par rente si l'élu est affilié à Fompel ou à Carel. En déduisant 6,8% de CSG, donc les cotisations IRCANTEC, donc retraite obligatoire, les éventuelles cotisations de sécurité sociale prélevées sur les indemnités, et en déduisant la fraction représentative de frais d'emploi qui sera proratisée en cas de pluralité de mandats indemnisés et qui sera différente suivant le mandat communal que vous détenez. Soit un forfait unique de 1 507 € par mois si vous exercez au moins un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants, ou 661 € par mois pour un mandat indemnisé et 991 € par mois pour plusieurs mandats indemnisés dans les autres cas. Donc, le taux de prélèvement de l'élu donné par l'administration fiscale sera alors appliqué sur ce montant net imposable. S'agissant de la protection sociale et du droit à la retraite, depuis le 1er janvier 2013, tous les élus des communes et des EPCI sont affiliés au régime général de la sécurité sociale de leur lieu de résidence, ce pour l'ensemble des risques assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocation familiale, accident du travail, maladie professionnelle, à l'exception des fonctionnaires en détachement qui restent, eux, régis par les règles spécifiques donc, du statut de la fonction publique. Néanmoins, tous les élus ne cotisent pas et pas de la même manière. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction brutes que vous percevez dépasse 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1 714 € bruts, ces indemnités sont assujetties dès le premier euro aux cotisations et contributions sociales. Lorsque, à l'inverse, l'ensemble des indemnités de fonction brutes que vous percevez est inférieur à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, seules la CSG et la CRDS sont dues. Par dérogation, les indemnités de fonction des maires, adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants, membres du conseil d'une communauté de communes qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne relèvent donc plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, sont soumises aux cotisations, même lorsqu'elles sont inférieures à la moitié du plafond annuel. C'est une exception. Sur les droits aux prestations sociales, tous les élus, qu'ils cotisent ou non, ont droit aux prestations en nature du risque maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, aux prestations de la branche famille. Toutefois, seuls les élus qui cotisent se constituent des droits en matière de retraite, d'indemnité journalière, d'assurance décès ou de pension d'invalidité. Vous bénéficiez de 3 niveaux de retraite qui peuvent, selon le cas, se cumuler. La retraite complémentaire obligatoire, l'IRCANTEC. La retraite par rente, dite retraite facultative, donc si vous êtes affilié à Fompel ou à Carel. Et enfin, le régime général de base de la sécurité sociale. Donc, je ne vous présenterai que la retraite complémentaire obligatoire, puisque M. Lafargue vous présentera donc le système de retraite par rente, donc retraite facultative, à l'issue de mon intervention. Sur ce régime de retraite obligatoire,
il est applicable à tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction de la part de communes, de départements, de régions, de communautés de communes, de communautés d'agglomération. La cotisation, donc pour la part élue, elle est prélevée automatiquement sur le montant de votre indemnité de fonction. Tous les élus locaux sont désormais autorisés, donc sous réserve de remplir les conditions d'âge, à percevoir une pension de retraite pour une catégorie de mandats échus, tout en continuant de cotiser à l'IRCANTEC au titre d'un autre mandat. Donc, s'agissant du régime de retraite facultative par rente, je ne vous en dis pas plus puisqu'il va vous être présenté de manière exhaustive par M. Lafargue. J'en viens à la protection fonctionnelle. Cette protection fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les élus locaux bénéficient donc de cette protection qui est la protection de leur collectivité s'ils sont victimes d'attaques ou de menaces dans l'exercice de leur mandat ou encore s'ils sont poursuivis pénalement. Donc, certaines conditions légales sont à remplir. Le Code général des collectivités territoriales, il vise au titre de cette protection fonctionnelle le maire ou l'élu ayant reçu délégation. Donc, on pourrait interpréter le texte comme faisant bénéficier de la protection fonctionnelle seulement le maire et les adjoints. Toutefois, donc la jurisprudence administrative s'est prononcée sur cette question et elle admet donc le bénéfice de cette protection fonctionnelle pour tous les élus locaux, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Donc, vous bénéficiez tous d'une protection fonctionnelle. Cette protection, elle est toutefois limitée. Sachez que c'est uniquement au titre de votre mandat que cette protection est due. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la protection fonctionnelle, elle joue dans 3 situations. Elle joue si vous êtes victime d'un accident dans l'exercice de vos fonctions. Elle joue également si vous ou vos proches subissez des violences ou des outrages qui résultent de votre qualité d'élu local. Et elle joue encore si vous faites l'objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits rattachables à l'exercice de vos fonctions d'élu. Ou encore, en qualité de maire, par exemple, lorsque votre gestion est contrôlée par la Chambre régionale des comptes. Dans ces 3 situations, la protection fonctionnelle joue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la collectivité, eh bien, elle va verser directement aux différents praticiens, pharmaciens, médecins, établissements, le montant des prestations afférentes à l'accident dont vous avez été victime. En outre, l'engagement de la responsabilité de la collectivité, elle emporte réparation intégrale des préjudices que vous auriez subis, et ce, quelle qu'en soit la nature, à savoir prise en charge des pertes de revenus, préjudices, quels qu'ils soient, esthétiques, troubles dans les conditions d'existence, souffrances physiques, psychiques, etc. Et éventuellement celle de votre conjoint, de vos descendants ou ascendants, si tel est le cas. La responsabilité de la collectivité au titre de la protection fonctionnelle, elle est toutefois limitée. Elle peut parfois être atténuée, voire totalement dégagée, selon les circonstances propres à chaque espèce, ou si voilà, il y a eu une faute d'imprudence ou de votre part, donc dans l'exercice de vos fonctions. S'agissant d'une nouveauté, là aussi introduite par la loi Engagement et Proximité. La loi, elle pose désormais l'obligation pour toutes les communes de souscrire 2 types de contrats d'assurance qui couvrent la protection juridique des maires, des adjoints et des élus ayant reçu délégation et l'assistance psychologique et les coûts qui en résultent. C'est désormais une obligation légale pour les collectivités. Ces assurances, elles vont venir couvrir donc les poursuites pénales pour des faits sans faute personnelle de l'élu
et les violences, menaces et outrages dont l'élu pourrait être victime. L'État s'est engagé à compenser, en fonction d'un barème, ces nouvelles dépenses obligatoires dans les communes de moins de 3 500 habitants. J'en finis avec le droit à la formation. Là aussi, il y a pas mal de mouvements qui résultent notamment de la loi engagement et proximité. Sachez que vous bénéficiez en votre qualité d'élu de 2 droits à la formation. Un droit à la formation dit traditionnel et un DIF particulier, un droit individuel à la formation élu, spécifique aux élus. Ces 2 droits, ils sont différents. Le premier droit à la formation traditionnelle, il concerne la formation de l'élu sur sa fonction et il est financé par le budget que l'Assemblée délibérante doit obligatoirement voter en début de mandat. Vous avez déjà dû voter ces dépenses-là. Et l'autre, donc le DIF, il concerne donc le droit individuel à la formation et il est financé par une cotisation de la collectivité. Au titre du premier droit, donc le droit à la formation traditionnelle, vous avez déjà dû y procéder, j'y passe rapidement, mais une délibération du conseil municipal doit venir donc déterminer les orientations et les crédits ouverts donc au titre de ce droit à la formation. Le montant prévisionnel des dépenses de formation doit au minimum s'élever à 2% du montant total des indemnités de fonction allouées et dans la limite de 20% de ces mêmes indemnités. Voilà les limites donc basses et hautes des dépenses donc obligatoires qui doivent être votées par la collectivité au titre de ce droit à la formation. Dès que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, eh bien, les frais de formation, de déplacement et de séjour donnent droit à un remboursement par la collectivité. Donc, les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la collectivité dans la limite de 18 jours. Alors évidemment, vous devez adresser à votre collectivité les justificatifs nécessaires donc, pour obtenir ce remboursement. Sur le congé de formation, là aussi, afin d'obtenir un congé, l'élu doit prévenir son employeur par écrit dans les 30 jours au moins avant la session de formation, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée, ainsi que le nom de l'organisme de formation. Et dès lors que l'organisme est agréé par le ministère de l'Intérieur, le bénéfice de ce congé de formation, il est de droit. Le deuxième droit, donc le droit individuel à la formation, le DIF élu. Celui-ci, il est d'une durée de 20 heures par an. Donc, vous bénéficiez de 20 heures par an au titre de votre DIF. Et ce DIF est cumulable sur l'ensemble du mandat. Donc, au titre de votre DIF élu, vous bénéficiez de 120 heures cumulables pendant toute la durée du mandat. Le DIF, il est financé par une cotisation de la collectivité. Là, si vous souhaitez bénéficier d'une formation au titre de votre DIF, vous devez vous adresser à la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, qui va vérifier que la formation rentre dans les critères, donc formation liée au mandat auprès d'organismes agréés par le ministère de l'Intérieur, et celle éligible au titre du compte professionnel de formation. Sachez une chose qui est un élément pratique, mais qui est important si vous projetez de participer à une formation. La CDC, elle, instruit et rend ses décisions dans un délai de 2 mois. Donc, il faut être plutôt prévoyant. L'exercice de ce droit, sachez-le, il relève de votre seule initiative. La CDC, elle instruit les demandes de formation qui lui sont adressées donc, par courrier ou par voie dématérialisée et elles sont accompagnées donc, de la copie du formulaire d'inscription de l'organisme dispensateur. Donc, les décisions de financement, elles sont rendues dans un délai de 2 mois et c'est bien la CDC donc, qui tient à jour le nombre d'heures donc, que vous avez acquises au titre de votre DIF. Sachez que vous pouvez solliciter une formation jusqu'à 6 mois après
l'expiration de votre mandat. Après, si vous n'avez pas utilisé vos heures DIF, c'est terminé. Petite actualité qui s'inscrit dans le prolongement de la loi engagement et proximité. Un décret a été pris donc, le 29 juillet 2020. Il ouvre la possibilité donc, pour tous les membres du conseil municipal d'acquérir et d'utiliser ce crédit de 20 heures au titre du DIF au début de chaque année de mandat. Alors, qu'est-ce qui change? C'est très simple. Vous pouvez recourir à vos heures DIF dès la première année de votre élection, c'est-à-dire que vous disposez déjà de votre premier, donc de vos 20 premières heures de DIF. Elles sont débloquées et utilisables, ce qui n'était pas le cas auparavant. Autre petite précision instaurée par le décret donc, instaure un coût horaire maximum des formations ouvertes dans le cadre du DIF. C'est la Caisse des dépôts qui a donc la responsabilité de la gestion des fonds de financement est chargée de vérifier que le coût horaire des formations ne dépasse pas un coût maximal qui est fixé à 100 € hors taxe par heure de formation et par élu. Donc, sachez donc que ce droit à la formation, il bénéficie à tous les élus. Donc, vous disposez de ces deux instruments, ces deux outils pour pouvoir vous former. Voilà pour ma part. Je laisse la parole à Monsieur Lafargue sur la retraite. Entendu. Bonjour à tous. Merci en tout cas. Oui, il y avait peut-être une question. Yvonnel Aboulou. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà poser des questions sur votre intervention? Bien sûr. Ou on attend la fin des interventions? Comme vous le souhaitez. Je voulais savoir, puisque vous venez de parler de formation, Oui. où on peut trouver des panels de formation, où se trouve l'offre de formation, première question. Et d'autre part, le DIF couvre-t-il les frais de déplacement ou les frais de séjour en dehors des frais de formation directs? Alors, sur l'offre de formation, j'ai envie de vous dire que vous êtes totalement libre de recourir à tout organisme de formation qui fournirait des programmes qui vous intéressent. La seule chose qu'il convient toujours de vérifier, donc vous l'aurez noté, c'est qu'il faut que l'organisme de formation soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez vérifier en priorité. Alors, j'imagine peut-être que votre association des maires a peut-être l'habitude de travailler avec certains organismes de formation. Elle a elle-même, il me semble, l'agrément, Sophie, non? Vous avez l'agrément? Je ne me rappelle plus si l'AD est agréée. Oui, l'AD est agréée depuis quelques années, mais ces derniers temps, on n'a pas proposé de formation ni dans le cadre du DIF, ni dans le cadre du droit à la formation classique. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il soit agréé. Alors, c'est le ministère de la Cohésion des Territoires, ça a changé. Oui. Et la liste, vous la trouvez, la liste des organismes agréés, vous la trouvez sur le site du CNFEL. Voilà. Quant aux frais de déplacement, si je me permets de répondre, Charlotte. Allez-y, Nathalie, je vous en prie. Dans le cadre du DIF, ils sont remboursés par la Caisse des dépôts. C'est à vous de faire l'avance des frais. La Caisse des dépôts prend en charge directement le coût pédagogique de votre formation, mais il vous appartiendra de faire l'avance des frais et d'envoyer une demande de remboursement à la Caisse des dépôts. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, il ne faut pas être pressé pour le remboursement. Voilà. Et puis bien évidemment… Oh là là. Et puis, bien évidemment, il y a un barème de remboursement. Vous avez des plafonds à ne pas dépasser selon les endroits où vous suivez votre formation. Paris, province, le montant du déjeuner, le montant de la nuit de la nuitée, etc. Alors, Nathalie, est-ce que le décret du 21 juillet a plafonné donc, à 100 € hors taxe par jour et par élu, le coût? Non, non. De quand? Du 29 juillet 2020. Non, non.
Non, en fait, non. Pour les remboursements, vous avez les barèmes sur le site de la Caisse des dépôts. Ça change les montants en province d'une nuit d'hôtel ne sont pas les mêmes Oui, à ça Paris. ça ne concerne que les frais pédagogiques en réalité. Ah, alors oui, voilà. Moi, on parle Là, vous parlez des frais, d'accord. des frais de déplacement. D'accord. Et puis, je ne sais pas si c'est 100 € par heure. Hein, Oui, 100 € hors taxe. 100 € de l'heure. Ouais. Ça, c'est pour le coût de pédagogie. Oui. Voilà. Merci bien. Si vous permettez, j'ai une dernière question sur la déclaration éventuellement à faire à la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Je ne sais pas si vous avez indiqué le niveau des populations des communes concernées. J'imagine que les petites communes ne sont pas concernées. Non. Vous n'êtes pas concerné. Personne n'est concerné en Ariège, a priori, en fonction de la démographie, que ce soit de vos établissements publics de coopération intercommunale ou de la démographie de vos collectivités. Mais je vous ai intégré les éléments, je les ai conservés, même si je ne les ai pas abordés oralement. À titre indicatif, pour vous, vous avez les différents seuils, mais vous n'êtes pas concerné. Est-ce qu'il y a d'autres? Allez-y. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au droit à la formation. Vous avez parlé d'un droit de 18 jours, mais c'est sur la durée du mandat ou c'est par an? C'est sur la durée du mandat. Oui, c'est ça. Pardon. Oui, tout à fait. C'est sur toute la durée du mandat. C'est bien ce que je pensais. Voilà. On parle bien sûr de la formation traditionnelle. Hein, on ne parle pas du DIF. Hein. Oui, la première, ouais, le premier cas. Merci. Oui, c'est 18 jours sur la durée du mandat. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour Madame Arnaud? On démarre avec Monsieur Lafargue sur la retraite. Peut-être que vous aurez d'autres questions à l'issue de sa présentation. Entendu, très bien. Eh ben, bonjour à tous. En tout cas, je suis donc Monsieur Lafargue et je suis effectivement mandaté par l'association Fompel dans le cadre de la distribution du régime de retraite supplémentaire pour les élus locaux. Donc, moi, je vais effectivement partager mon écran pour vous présenter le support. Alors, le voici. Et vous devez effectivement voir la présentation qui s'affiche. Alors, tout le monde... Très bien. Donc, en tout cas, j'en profite pour vous présenter tous mes voeux de réussite et d'épanouissement dans le cadre de votre nouveau mandat. Et je vais vous parler donc de cette retraite supplémentaire. Pour vous parler de cette retraite, il faut que j'évoque les origines, puisque tout est parti d'une loi de 92 sur la condition d'exercice des mandats locaux. Cette loi, elle contient un volet très important sur la retraite des élus, qui prévoit que chaque élu indemnisé a la possibilité de se constituer une retraite par rente avec participation de la collectivité, et ce, dès 55 ans. Donc, que vous soyez même retraité ou en activité professionnelle, dès lors que vous percevez une indemnité, vous êtes éligible à ce dispositif. C'est l'AMF qui a créé le régime de retraite Fompel pour répondre à ce droit octroyé aux élus. Et ce qu'il est très important de préciser, c'est que tous les élus locaux indemnisés peuvent bénéficier de cette retraite. Que vous soyez maire, adjoint dans un EPCI, par exemple un conseil départemental ou régional, dès lors que vous percevez une indemnité, vous êtes éligible à ce dispositif. Il s'agit en fait de valoriser votre engagement pour compenser l'éventuelle perte de revenus que vous pourrez percevoir à la retraite. Parce qu'on le sait très bien, le temps qui est passé au service des concitoyens, c'est du temps en moins qui est parfois passé à votre propre évolution professionnelle et ça peut générer potentiellement des pertes de revenus à la retraite. Donc, ce dispositif, il a vraiment été créé notamment pour compenser cette perte de revenus.
Il s'agit en fait d'une démarche facultative à adhésion individuelle. Donc, si vous avez plusieurs mandats, vous pouvez faire une adhésion par mandat, sachant que, je vous le rappelle, tous les élus indemnisés sont éligibles à ce dispositif de retraite supplémentaire. C'est un dispositif qui vient en supplément de l'IRCANTEC, qui est la retraite obligatoire et que vous percevez en fait à l'issue de vos mandats électifs. Et il s'agit troisièmement d'un régime par capitalisation, par opposition au système par répartition, c'est-à-dire que les cotisations que vous allez accumuler serviront à financer votre propre retraite. Vous avez possibilité de choisir votre taux de cotisation. Vous pouvez cotiser au taux de 4%, 6% ou 8% de votre indemnité mensuelle brute. Et l'avantage, c'est que vous pouvez rattraper des années de cotisation antérieures. Vous avez possibilité de racheter. Et pour procéder à un rachat, il faut être indemnisé et en mandat dans la même collectivité. Et la spécificité du régime, c'est quoi? C'est l'abondement de la collectivité. Vous cotisez par exemple au taux de 8%, la collectivité cotise également au taux de 8%. C'est une dépense obligatoire, il n'y a pas de délibération de l'organe exécutif, c'est inscrit au Code général des collectivités territoriales et bien entendu, le rachat il est aussi concerné par cet abondement obligatoire. Donc en adhérant, vous avez quelques avantages. Vous pouvez par exemple sécuriser votre capital. Vous avez une garantie d'essai en phase de cotisation. Donc si vous décédez pendant la période de cotisation, un ou plusieurs bénéficiaires que vous aurez désignés percevront en fait un capital qui correspond à l'ensemble des cotisations versées par la collectivité et vous-même. Et ces sommes, elles sont revalorisées régulièrement en fonction des résultats financiers du régime. Les adhérents y bénéficient tous d'une garantie complémentaire en cas de décès, invalidité et interruption d'activité professionnelle liée au mandat. Il existe également des cas de déblocage anticipé qui sont prévus par la loi, comme le surendettement, la fin de droit au chômage ou l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie. Le deuxième avantage, c'est qu'à la liquidation de votre retraite, vous percevez une rente qui est versée donc à vie à partir de 55 ans. Et une fois que vous avez pris votre retraite, si vous décédez prématurément, un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite jusqu'à vos 75 ans théoriques. Je prends un exemple. Si vous liquidez par exemple votre retraite à 65 ans et que vous décédez à 66 ans, un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite pendant 9 ans, donc jusqu'à l'âge théorique de votre 75e anniversaire. On sait que l'esprit de la loi, c'est le versement d'une rente à vie. Il existe quand même des cas particuliers avec la possibilité d'avoir un versement unique pour les rentes qui sont de montants moins élevés, puisque le Code des assurances dit qu'en dessous de 480 € annuels, la retraite est versée sous forme de versement unique et au-dessus, c'est versé sous forme de rente. Sachant que ce soit le capital ou la rente, ce sont des sommes qui sont revalorisées en fonction des résultats financiers du régime. Il s'agit enfin d'un régime de retraite en points, puisque toutes les cotisations vont être transformées en points et la valeur va varier en fonction de l'âge. Vous constituez en fait votre rente qui est minimum et qui est garantie au fur et à mesure que vous cotisez. Donc la conséquence, elle se traduit par la sécurité du régime, qui est vraiment l'élément phare du dispositif, puisque votre rente, elle ne peut pas diminuer, c'est interdit par la réglementation et c'est une obligation des contrats en points. C'est donc l'assureur qui est SNP Assurance qui est porteur du risque. Il a l'obligation de faire face à ses engagements, c'est-à-dire bien entendu de payer les rentes des retraités, mais il a aussi l'obligation d'anticiper les futures rentes des cotisants et de provisionner son régime. Donc on considère que le régime est en bonne santé quand il est provisionné à plus de 110% et Fompel est à 126%. Donc c'est vraiment un régime qui est pérenne en faveur de la protection de l'adhérent. Le second point qui est important de préciser, c'est la souplesse. Vous êtes acteur de votre contrat d'assurance et vous le faites évoluer selon votre situation personnelle. Par exemple, vous avez la possibilité d'étaler le paiement du rachat durant toute la durée restante de votre mandat. Vous pouvez modifier votre taux, voire le suspendre momentanément, ça c'est tout à fait possible, et vous pouvez liquider votre retraite en cours de mandat
à condition d'avoir au moins 55 ans et avoir cotisé pendant 3 ans. Et là, dans ce slide, vous pouvez voir quelques indicateurs qui sont communiqués aux adhérents et accessibles sur le site internet www.fompel.com. Donc, en phase de cotisation, vous recevez tous les ans un bulletin de situation de compte qui récapitule en fait les cotisations enregistrées et la rente qui est minimum et qui est acquise. Et après la liquidation de votre retraite, vous recevez l'attestation fiscale qui vous permet de déclarer vos rentes aux impôts, sachant que les rentes, elles sont défiscalisées en fonction de l'âge, puisque l'exonération va de 50 à 70% selon l'âge de demande de retraite. Donc, on est sur un dispositif qui est géré par des élus, pour des élus, qui sont tous bénévoles. Et l'objectif de l'association, c'est de servir des rentes qui sont donc régulièrement revalorisées. Nous avons dématérialisé en fait l'ensemble de nos outils. Il existe 2 espaces en ligne qui sont disponibles pour simplifier les démarches. Il existe un espace adhérent, donc pour les élus, qui leur permettent par exemple d'adhérer en ligne, de gérer la vie de l'adhésion jusqu'à la retraite, et un espace qui est plutôt destiné aux collectivités, qui permet de simplifier les démarches administratives et de procéder par exemple aux déclarations de cotisation. Donc en résumé, vous disposez d'un régime de retraite qui valorise votre engagement et qui va permettre de compenser une éventuelle baisse de revenus à la retraite. Vous bénéficiez de l'abondement de la collectivité, qui est l'élément phare du régime. C'est une dépense obligatoire. Donc, vous pouvez par exemple cotiser au taux de 4%, 6% ou 8% et la collectivité va doubler automatiquement le montant de cette cotisation. Et vous constituez une retraite qui est garantie et qui est régulièrement revalorisée. Donc, vous avez une équipe qui est à votre disposition dont les coordonnées s'affichent sur l'écran pour vous permettre d'adhérer, de demander des estimations de retraite, parce qu'il est toujours bien d'avoir des éléments chiffrés avant de prendre une décision. Et le dernier point avant de conclure, c'est que je vous invite à vous préoccuper de votre retraite dès le début de votre mandat, parce qu'on le sait, le mandat, il est très prenant et le sujet de la retraite, il est parfois mis de côté. Donc, par expérience, en fin de mandat, on reçoit beaucoup d'appels d'élus qui regrettent de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc, puisque si en fait vous n'êtes plus élu, vous ne pourrez plus adhérer. Donc, en adhérant dès le début de votre mandat, vous optimisez vos droits. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Amaury Lafargue? J'ai une petite précision, pardon, désolée, je reviens sur la question relative à l'obligation de transparence et de patrimoine que vous m'avez posée. Ma réponse était partiellement correcte ou incorrecte, selon comment on voit les choses. Aucun maire d'Ariège, puisque sauf erreur de ma part, la commune la plus grande, c'est Pamiers, on est d'accord, hein, en termes de démographie, c'est 16 000 habitants, Pamiers. Sophie, elle doit savoir ça. Fois, on est autour de 10 000, c'est ça, et Pamiers, 16 000. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, la déclaration de patrimoine et d'intérêt, elle concerne les maires des communes de plus de 20 000 habitants. Donc, aucun maire n'est concerné. Par contre, les présidents d'EPCI de plus de 20 000 habitants sont concernés. Donc, j'ai regardé et me semble-t-il, il y a 3 EPCI chez vous qui sont concernés, donc 3 présidents d'EPCI qui sont concernés. La communauté de communes des Portes d'Ariège, c'est 38 846 habitants au dernier recensement. En recensement de 2017, c'est ce que j'ai trouvé, mais bon, a priori, on doit être à plus de 20 000 habitants. Donc, le président est concerné. Le président de la communauté de communes des Portes d'Ariège. Est également concerné le président de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes, qui est, d'après ce que j'ai lu, qui couvre une population de 31 840 habitants. C'est ça. Et est également concerné, en dernier lieu, le ou la présidente de la communauté de communes
C'est Couseran, Pyrénées? Ouais. Ou c'est 29 602 habitants. Donc, ces 3 présidents ou présidentes sont concernés par la déclaration de patrimoine et d'intérêt. Par contre, aucun maire, parce qu'on est en deçà du seuil démographique. Bien. Alors, est-ce qu'on a des questions? Eh bien, ça veut dire que tout était clair. Alors? Bon. OK. Alors, en l'absence de questions supplémentaires, j'ai plus qu'à remercier Charlotte Arnaud et Amour. Ah, il est parti. Je le vois. Non, il est là, il est là, il est là. Toujours là. Ah oui, pardon. Oui, la fin. Toujours là. Et quand on a les damiers, c'est difficile. Hein. Effectivement. Pour leurs interventions respectives. Sophie, tu veux dire un mot? Vous voulez dire un mot, pardon? Oui, merci donc effectivement à M. Lafargue et à Mme Arnaud pour ces interventions qui étaient très claires, puisqu'effectivement il n'y a pas de questions. Je remercie aussi Nathalie et Mairie 2000 donc, pour ce partenariat qui débute aujourd'hui et qui va, en tout cas pour cette année, qui va se poursuivre. Je profite de ce temps qui est donné pour vous conseiller également d'aller sur le site internet de Mairie 2000 parce que vous allez aussi trouver des contenus, des MOOC, c'est-à-dire des cours massifs en ligne avec des infos sur d'autres sujets. C'est aussi pour vous, je pense, une opportunité à des temps qui vous conviennent d'obtenir des informations. Pardon. Nous poursuivrons donc le 9 novembre et donc au nom de Norbert Meller, je vous donne rendez-vous ce jour-là à la même heure, a priori. Oui, Nathalie. Oui, c'est très gentil, Sophie. Hein. La plateforme, elle est en maintenance. Ah, aujourd'hui. Vendredi, elle fonctionnait parfaitement. Oui, mais il faut qu'on fasse des petits ajustements. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, peut-être que là, ça y est, c'est fait. Ça n'a peut-être pas duré très longtemps, mais hier, elle était en maintenance. Donc, Bon, mais je suis sûre que dans les jours prochains, cela fonctionnera oui. très bien Bon. comme c'était le cas la semaine dernière. On essaie de mettre beaucoup de ressources, en tout cas, sur cette plateforme de MOOC. Je pense que c'est très intéressant pour chacun d'entre vous, parce qu'en plus, c'est la possibilité de l'utiliser au moment qui vous convient. Bon, là, on a fait le choix de ces fins de matinée. Je crois quand même que nous avons eu 26 participants au plus haut de la matinée, là. Donc, c'est bien pour nous. J'espère que nous aurons davantage de participants les fois suivantes. Je crois qu'il y a 2 membres de notre conseil d'administration qui étaient là. Je suis sûre que aussi, ce sera l'objet de conversation, d'échanges entre vous et que nous serons plus nombreux la fois suivante. Merci à tous. Alors, la prochaine, donc, on donne rendez-vous à la prochaine qui porte sur, je ne me rappelle plus, c'est les fondamentaux de l'intercommunalité. OK. Pour le 9 novembre, rendez-vous à 11 h. Bon, on vous écrira d'ici là avec tous les éléments de connexion. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Oui.